ma fiancée m'a trahi pendant mon enterrement de vie de célibataire. J'ai donc manqué le mariage, la laissant seule pour expliquer aux invités pourquoi ni sa famille ni le futur marié n'étaient présents. À 31 ans, j'étais fiancé à Gélie, 30 ans, depuis plus d'1 an. Je l'avais rencontrée et fréquente depuis 4 ans. Aujourd'hui devait être le jour de notre mariage, mais me voilà à des kilomètres, l'ignorant et dialoguant avec des inconnus pour apaiser ma peine. La semaine dernière, mes amis avaient organisé un enterrement de vie de célibataire, autrement dit, un week-end tranquille à la campagne, rien de fou. C'était la dernière célébration avec eux avant le grand jour. Le jour du départ, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si tout n'allait pas. Gélie n'avait pas organisé d'enterrement de vie de jeune fille, elle avait préféré travailler ce week-end pour compenser les jours de congé autour du mariage. Je me sentais coupable de la laisser seule juste avant notre union. Je lui ai dit que je ne voulais pas partir et que je préférais rester avec elle. Elle m'a convaincu que ce serait une mauvaise idée pour moi et pour mes amis qui avaient pris le temps d'organiser cela. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle avait raison. Maintenant, je comprends pourquoi elle m'a envoyé en voyage. C'était amusant, mais pas une fête de célibataires débridés. Mes amis avaient loué un chalet au bord d'un lac, rempli d'une multitude de boissons et d'encas pour tenir un mois. Oui, mes amis ont des appétits démesurés. Étant le premier de notre groupe à me marier, tout le monde était excité. La première nuit, nous avons bu autour d'un feu de camp, racontant des histoires et faisant des blagues. Cela devait être un enterrement de vie de célibataire parfait, mais je ne pouvais pas me défaire de cette culpabilité oppressante. Elle était seule chez elle, à travailler, tandis que je m'amusais ici. Le lendemain matin, je ne savais pas si c'était la gueule de bois ou l'instinct, mais je ne pouvais plus supporter la situation. Sans rien dire à personne, j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi. Je voulais arriver tôt, préparer dîner pour Gélie, une surprise. J'espérais que nous pourrions passer une soirée tranquille ensemble, avant le stress des préparatifs du mariage. En arrivant, j'ai remarqué une voiture garée devant chez moi qui n'était pas celle de ma fiancée, sa voiture était au garage, comme si elle n'était pas partie travailler ce jour-là. Que faisait-elle chez elle l'après-midi? Je pouvais rester là à ruminer des excuses ou l'appeler pour savoir ce qui se passait. Elle a répondu avec une voix enjouée, « Salut mon amour, ça va ?» La gorge nouée, je lui ai demandé où elle était. Sans hésiter, elle a répondu qu'elle était au travail. Pourquoi? Je voulais juste savoir comment tu allais. Elle a dit que tout allait bien, mais qu'elle avait beaucoup de boulot, qu'elle devait terminer plusieurs choses avant ses jours de congé. Avant que je ne puisse réagir, elle a raccroché, disant qu'elle était occupée et commençant à me bombarder de doux « Je t'aime » et « Tu me manques ». J'étais pétrifié dans ma voiture. Je n'ai pas osé franchir la porte d'entrée. Quelque chose en moi, peut-être un instinct, m'en a empêché. À la place, j'ai contourné la maison jusqu'au jardin arrière, où se trouvait la fenêtre de la chambre. Les rideaux étaient tirés, mais les sons qui s'en échappaient étaient clairs, elle chuchotait et riait, tandis qu'un homme, en riant aussi, plaisantait avec elle. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur « Enregistrer ». Je n'étais pas sûr que cela servirait un jour, mais sur le moment, c'était tout ce que je pouvais faire. Au milieu des ricanements, je l'ai entendu dire « Je n'arrive toujours pas à croire que nous faisons ça ici, c'est tellement bien. Je veux une autre tournée. » Le type a ri et lui a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Après quelques minutes de silence, j'ai dû l'écouter gémir, de plus en plus fort, jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Ces mots m'ont détruit. J'ai eu envie de frapper à la porte et de les surprendre, mais je ne pouvais pas bouger, comme si mon corps était paralysé. Au lieu de cela, je me suis glissé dans ma voiture. J'aurais pu entrer et tout régler sur le champ, mais je n'avais pas envie de la confronter. Pourquoi le ferais-je? Je savais déjà la vérité. Je voulais juste disparaître et ne jamais la revoir. Si j'avais ouvert la porte et confronté ce couple, je me serais simplement retrouvé en prison, tandis qu'eux continueraient comme si de rien n'était. J'ai conduit jusqu'à l'endroit où se trouvaient mes amis. Je n'ai prononcé aucun mot, j'ai juste bu jusqu'à perdre connaissance, cherchant à apaiser la douleur vive dans ma poitrine. Mes amis m'ont traîné vers la piscine, mais je n'ai fait que m'enfoncer dans ma détresse et boire. Les heures passaient dans un flou jusqu'à ce que mon ami le plus proche, Saint, m'éloigne et me demande ce qui se passait. Il savait que j'étais parti le matin, mais pensait que je m'étais juste rendu en ville. Je lui ai tout raconté, et il est devenu rouge de colère. Il partageait ma rage. C'est ce que font les bons amis. C'était bon d'avoir quelqu'un qui réagissait comme moi.
Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai dit que je ne voulais pas la laisser sans conséquence. Il a proposé quelques idées de vengeance, et je lui ai dit que l'idée principale était d'éviter de la voir ou de la confronter. Tout ce que je voulais, c'était une vengeance brutale. Après avoir fait le check-out de la station, il est rentré chez lui. J'ai envoyé un message à Gélie lui disant que je rentrerai le lendemain. Elle a pris cela avec nonchalance et a répondu « Oh, demain, je vais chez mes parents et j'y resterai jusqu'au mariage. On se voit avant mon départ ?» J'ai hésité à répondre, puis j'ai finalement décidé de laisser l'adrénaline pour le grand jour. Elle a acquiescé sans aucune méfiance. Cette nuit-là, Saint est passé chez moi et a remarqué que la même voiture était toujours là. Elle continuait son jeu éhonté, sans remords, avec son amant. Le lendemain après-midi, je suis retourné chez moi. Elle était soit au travail, soit ailleurs. La chambre était si propre qu'on n'aurait jamais soupçonné ce qui s'y était passé la veille. Ils avaient au moins eu la décence de ranger, mais même avec 10 litres d'eau de Javel, le désespoir m'a submergé. Je ne voulais pas regarder le lit. J'ai dormi sur le canapé pendant les jours restants avant le mariage, jouant le rôle à la perfection, des messages doux et l'engouement pour le mariage visible en surface, tandis que intérieurement, j'étais totalement déconnecté. Le jour du mariage, elle est arrivée sur le site avec son cortège de demoiselles d'honneur, de maquilleurs, de familles, publiant des histoires et tout un tas de choses sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit que j'irais chercher ma grand-mère à l'aéroport et que j'arriverais un peu en retard. Je suis resté en contact jusqu'à la dernière minute, jouant mon rôle. Mais au lieu d'enfiler le smoking, j'ai empaqueté mes affaires, fermé la maison et conduit jusqu'à la maison de ma grand-mère, dans un autre état. J'ai éteint mon téléphone et, pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré, avant de me volatiliser complètement. J'ai envoyé un email aux invités. À ma famille, mes amis proches, mes collègues, je leur ai tout expliqué sur l'infidélité, les mensonges et comment je les avais découverts. J'ai publié que le mariage était annulé et qu'il ne fallait pas s'embêter à m'appeler ou à écrire à Gélie. J'ai omis nos amis en commun. Je ne voulais pas que quiconque la préserve, au cas où il choisirait de jouer les agents doubles. Mes parents m'ont encore appelé, inquiets, alors je leur ai donné des explications succinctes sans réellement expliquer mon plan. Seule ma grand-mère était au courant, je l'avais appelée la veille pour lui demander de ne pas se déplacer pour le mariage. Saint avait dit qu'il irait voir ce qu'il se passait et qu'il me tiendrait au courant. Il savait que j'étais avec ma grand-mère et m'a appelé il y a un moment, mais je ne crois pas être prêt à l'écouter. Je me sens engourdi, étouffé. Je ne veux parler à personne. J'ai beaucoup à dire mais je suis à court d'écriture. Je ferai une autre mise à jour bientôt. Mise à jour 1, ***, j'ai parlé avec Saint. Il m'a tout raconté en détail. Le jour du mariage a été un véritable chaos. Tout semblait bien aller jusqu'à ce que les invités commencent à s'inquiéter pour ma famille et le futur marié. Elle a essayé de m'appeler encore et encore. Quand je ne répondais pas, elle a appelé mes parents, puis Saint qui était sur place et il a feint l'ignorance. Ses parents ont commencé à bombarder Gélie de questions, où est le marié? Est-ce une blague? Que se passe-t-il? Ces demoiselles d'honneur ont tenté de garder leur calme, forçant des sourires, mais la tension était palpable. Les invités se regroupaient en petits cercles, murmurant et formulant toutes sortes de théories. L'une d'elles, inventée par sa marraine, disait que j'étais parti avec une collègue de travail. Finalement, son père est monté sur scène, essayant de calmer la situation. « Nous avons un léger retard, merci de votre patience. » Sa voix tremblait et son visage pâle trahissait que la situation était désastreuse et qu'il n'y avait pas de réponse. Les invités n'étaient pas dupes, ils savaient qu'il y avait un gros problème. Gélie et ses amis ont vite compris qu'aucun de mes invités n'était présent et que cela ressemblait à un plan prémédité. Elles ont tenté de coincer Saint pour qu'il lâche des informations, mais Saint est resté muet, feignant la surprise. Finalement, ses parents et amis l'ont discrètement escorté hors du lieu, et une de ces demoiselles d'honneur a annoncé que le mariage était reporté et que tous seraient informés de la nouvelle date. Mais ce n'était pas le pire. Gélie ne gérait pas seulement la honte d'être ridiculisée devant ses amis et sa famille dans une salle de mariage bondée. Non, cela a frappé là où cela lui faisait le plus mal, à son portefeuille. Gélie avait récemment perdu un bon emploi quelques mois avant le mariage et, après une longue période de recherche, elle avait trouvé un job mal payé, rémunéré à la tâche, lui suffisant à peine pour couvrir ses frais. Pour sa part, je payais la plupart des coûts de la maison. À ce moment-là, cela ne me dérangeait pas. Nous avions tout prévu ensemble et je croyais, sans hésitation, que nous étions une équipe,
qu'en mariage cela n'avait pas d'importance d'oser qui payait tant que nous travaillions main dans la main. Cette conviction s'est effondrée le jour où j'ai appris son infidélité. En terminant notre relation, je n'allais pas permettre que mon argent finance une célébration bâtie sur des mensonges. Pour le mariage, nous avions engagé un organisateur qui s'occupait de tout, du lieu à la décoration et à la nourriture. Nous avions seulement versé 40% d'acompte. Le restant de 60% était à payer, mais j'avais la bonne idée de retarder le paiement. Lorsque le responsable de l'événement m'a contacté, je lui ai dit que je m'acquitterais de ma part. Il m'a informé d'un intérêt supplémentaire à cause du retard, d'environ 30%. J'ai accepté de payer ce qu'il fallait, lui disant de se débrouiller avec ce qu'il jugeait juste. Cela ne me concernait plus, je savais que j'allais disparaître et que, à présent, elle devrait gérer cela seule. Quand Gélie a tenté de quitter discrètement la salle pour échapper au regard des invités, elle a été interpellée par l'équipe d'organisation. Le responsable n'allait pas la laisser partir sans qu'elle solde sa dette. À ce moment-là, cela représentait 60% du coût total du mariage, avec des intérêts, et croyez-moi, c'était une somme colossale. Un coup dur pour quelqu'un qui n'avait pas d'emploi stable et qui avait dépensé toutes ses économies pour sa robe de mariée, le maquillage, la tenue des demoiselles d'honneur et d'autres détails. Le responsable a insisté pour qu'elle paie immédiatement. Elle n'avait pas suffisamment d'argent. Son père a dû intervenir, mais même pour lui, la somme était trop élevée pour être réglée d'un coup. Désespéré, il a supplié plus de temps, car cela avait pris tout le monde par surprise. La mariée était annulée, et il n'avait aucune idée d'où j'étais, celui qui aurait dû tout payer. Mais le responsable ne voulait rien entendre. Il a dit qu'il ne se souciait pas des circonstances ou de qui allait payer, mais que quelqu'un devrait régler ou laisser une garantie. Après beaucoup de supplications, il a finalement relâché Gélie et sa mère, mais a contraint son père à rester jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit rédigé. Il a été contraint de signer en assumant l'entière responsabilité du paiement, si la dette n'était pas réglée dans le délai imparti, des poursuites judiciaires seraient engagées. La humiliation de devoir signer ces documents devant quelques personnes encore présentes, y compris Saint, était difficile à encaisser. À ce moment-là, Saint avait déjà partagé mon courriel avec la plupart des personnes présentes, et presque tout le monde connaissait la vérité. Cependant, les parents de Gélie pensaient encore que je l'avais laissé tomber sans raison. Après avoir géré la situation avec l'organisateur, son père s'est directement rendu chez mes parents, furieux et prêt à se battre. Mais il a été accueilli glacialement. Ma mère l'a regardé sans larmes et lui a révélé la vérité sur l'infidélité de sa fille. Il est resté abasourdi, mais en colère contre moi à cause des frais du mariage. Il affirmait que j'aurais dû les informer pour qu'ils puissent annuler leur présence. Tu aurais dû régler ça en privé, au lieu de transformer ma famille en cible de moquerie, leur a-t-il lancé, s'exprimant avec mépris. Mon père ne s'est pas tu. Ici, il n'y a personne à blâmer, excepté ta fille. Elle a tout détruit, pas mon fils. Elle a choisi la luxure plutôt que la loyauté. Au lieu de venir me donner des leçons, tu devrais éduquer ta fille pour qu'elle soit fidèle à son mari et ne couche pas avec n'importe qui. Il s'est finalement retiré, comprenant qu'il n'y avait rien à discuter avec eux à ce moment-là. Plus tard, j'ai appris que Gélie était rentrée chez elle, accompagnée de sa mère et de ses amis, seulement pour découvrir que mon côté de l'armoire était vide. Mes affaires avaient disparu. C'était terminé. J'avais même imprimé et affiché des photos de la voiture de son amant garée devant notre maison. Je suis sûr que ses parents et ses amis n'ont pas bien digéré cela. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux par la suite, mais quelques amis communs nous ont contactés. C'est par leur intermédiaire que j'ai su que même ses propres parents l'avaient renié. Gélie a dû déménager, ne pouvant plus payer son loyer. Au début, ses parents avaient prévu de l'accueillir jusqu'à ce qu'elle puisse se reprendre, mais quand ils ont appris son infidélité, ils ont retiré leur soutien. Son père était furieux à propos de la dette, exigeant qu'elle lui rembourse chaque centime. Elle s'est donc retrouvée complètement seule pour affronter les conséquences de ses actes, et maintenant, elle était à la ruine. Actuellement, elle dort sur le canapé chez une amie. Cela ne me touche guère. Moi, j'ai emménagé temporairement chez Saint jusqu'à ce que je trouve un endroit à moi. J'ai appris beaucoup de choses sur Gélie grâce aux messages qu'elle m'a envoyés, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je l'ai bloqué. Je ne peux pas dire s'il y a eu de nouveaux messages ou non, car je ne les reçois plus. Mise à jour 2, astérisque cela fait plus de 4 mois depuis le mariage raté. Elle a essayé de me contacter pour obtenir une forme de clôture ou du moins c'est ce qu'elle disait. Tous les contacts communs qu'elle avait,
elle les a utilisés. Elle a tout tenté, m'appeler avec différents numéros, passer par des amis, et même m'écrire des lettres chez mes parents. Rien n'a fonctionné. Je n'ai pas répondu, car je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Je l'ai bloquée partout, l'effaçant de ma vie comme si elle n'avait jamais existé. Mais elle était implacable. Son dernier essai est arrivé sous la forme d'un courriel dont l'objet disait « Une dernière réunion pour clore ceci, s'il te plaît, je t'en prie ». J'étais sur le point de le supprimer sans le lire, mais la curiosité m'a poussé à l'ouvrir. C'était long et désespéré, rempli de supplications, d'excuses et d'une demande pour me voir en personne, juste une fois. Elle promettait qu'il n'y aurait pas de drame ni de manipulation, juste une chance de s'expliquer et de trouver un peu de paix. Je ne me suis pas senti mal de ne pas lui répondre. Une fois ce courriel effacé, elle ne méritait pas de fermeture dans cette affaire pour moi. Cependant, une fois, j'étais dans un café à profiter de ma nouvelle vie quand elle est apparue. Je ne sais toujours pas si c'était une coïncidence ou si elle l'avait planifié. Étant donné que je ne me déplace pas très loin de mon travail, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à qu'elle se tienne à côté de ma table. Je lisais mon téléphone et, si ce n'était pas le cas, j'aurais peut-être eu une chance de m'échapper. Au moins, j'ai eu la satisfaction de constater qu'elle avait l'air mal. Je sais que ça ne fait pas très bien de penser cela, mais c'était réconfortant de voir qu'elle souffrait. Je voulais me lever, mais elle a dit qu'elle voulait parler, un peu trop fort, attirant l'attention. Ne voulant pas faire de scandale, je suis resté assis et lui ai demandé de tout me raconter, sans excuse ni douceur. Elle a commencé par des banalités, mais selon elle, il ne s'agissait pas d'une véritable infidélité. Elle a juré n'avoir eu aucun lien émotionnel avec ce type, que ce n'était arrivé qu'une seule fois, qu'elle ne m'avait jamais trompé avant cela. Elle avait juste souhaité une dernière nuit pour explorer ses fantasmes avant de s'engager à la monogamie pour toujours. Elle a affirmé qu'elle ne voulait pas de soirée de célibataire. Tout ce qu'elle voulait, c'était cela, pour pouvoir se marier en étant complètement exempte de culpabilité ou de doute. Le type était un ancien collègue, réputé pour être excellent au lit. Elle a murmuré qu'il avait une bonne réputation. Il y avait des rumeurs qu'il avait couché avec notre chef, et qu'elle avait tellement été impressionnée qu'il avait obtenu une promotion. Il paraît qu'il avait également satisfait quelques-unes des dirigeantes les plus influentes de l'entreprise. Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr, mais j'avais des doutes. Elle lui avait envoyé un message pour savoir si tout cela était vrai. Il avait laissé entendre que oui, qu'il était très bon dans son travail secondaire, qu'il ne le faisait pas pour l'argent, mais uniquement pour le plaisir. Voilà tout ce qu'elle voulait, une nuit de plaisir purement physique, une expérience transactionnelle, rien de plus. Elle a juré qu'elle n'avait jamais l'intention de le répéter et qu'elle avait tout planifié pour que je ne sois pas blessé. Je suis resté assis là, dégoûté et souillé. C'était elle qui avait fait tout cela et qui était considérée comme sale, mais c'était moi qui me sentais ainsi. Alors qu'elle continuait à parler, je me suis déconnecté, réfléchissant à tout ce qu'elle aurait pu me demander, à ce qu'elle aurait dû faire. Je l'ai interrompue, lui demandant ce qu'elle lui avait demandé de faire. Elle est restée figée. Je lui ai répété de me dire quelle était sa fantaisie, de me raconter en détail. L'a-t-elle fait par message? J'ai exigé d'en voir les preuves. Je ne me suis même pas rendu compte que ma voix s'élevait. Elle a commencé à me supplier d'arrêter. Je ne le dirai pas, pour l'amour de Dieu. Elle a commencé à pleurer. Après un moment de silence, elle a finalement confessé qu'elle avait regretté sa décision dès l'instant où je l'ai appelée ce jour-là pour prendre de ses nouvelles. Elle savait que cet appel avait tout ruiné et qu'elle aurait dû mettre un terme à tout cela, mais elle ne l'a pas fait. D'après ce que j'ai entendu et enregistré, elle ne semblait pas vraiment désolée, c'était une autre mensonge. Puis, la manipulation est arrivée. Si tu avais découvert cela, tu aurais pu entrer et tout terminer là, avant même que nous n'ayons agi. Ce n'était pas encore de l'infidélité. Elle a ajouté que j'avais choisi le chemin lâche de la vengeance, que j'avais joué avec elle pendant une semaine juste pour lui apporter humiliation. Mes parents ont été humiliés, traumatisés. Tu aurais pu gérer cela en privé. Tu devrais avoir été un homme et m'affronter plutôt que de fuir. Et soudain, elle a fait un virage à 180 degrés. Je peux te pardonner si tu es capable d'oublier ce qui s'est passé et de repartir à zéro. Nous avons tous deux commis des erreurs. Ces erreurs se compensent. J'étais presque en train de rire. En sérieux, elle avait osé dire ça? Elle était prête à me pardonner pour ce que je lui avais fait et affirmait que nous devrions tout laisser derrière nous pour peut-être recommencer. Elle a chuchoté, « Je t'aime encore,
je sais que tu m'aimes aussi, donc ce ne sera pas difficile de régler ça. Puis, est venue la cerise sur le gâteau, elle m'a proposé de me rembourser les 40% que j'avais dépensés pour le mariage. Je sais que tu as payé 40% à l'avance, et le reste a été couvert par mon père. Je te rembourserai dès que je le pourrai. Si cela peut t'aider, je peux également te rembourser ton 40%. Elle l'a dit comme si l'argent était le problème, comme si cela pouvait effacer tout ce qui s'était passé. Mais récupérer cet argent, cela ne semblait pas si mal. À ce stade, une petite idée a germé dans ma tête. Je lui ai dit, je ne peux rien te promettre, car beaucoup de choses se sont passées entre nous, mais le remboursement de la somme de la mariage annulée pourrait être un bon point de départ. Je savais que je ne reverrais probablement jamais cet argent autrement, mais cela représenterait un bon remboursement après qu'elle ait ruiné notre relation en satisfaisant ses doutes avec un autre homme. Nous sommes convenus que je la débloquerais afin que nous puissions organiser le paiement de ces 40%. Elle m'a dit que cela ne prendrait que quelques semaines, peut-être un peu plus d'un mois, mais qu'elle pourrait obtenir un prêt pour me rembourser au plus vite. Je sais que ce n'est pas bien de tromper les gens, mais tromper ceux qui vous trompent, ça ne mérite pas non plus un siècle de pardon, n'est-ce pas? Pourtant, je ne m'engageais toujours pas à revenir avec elle, même si elle me remboursait. Donc, techniquement, je n'allais pas mentir. Je prévoyais probablement d'y revenir dans un mois, lorsque je saurais si Gélie me remboursait ou non. Mise à jour 3, astérisque je ne vais pas mentir, ces 2 derniers mois, j'ai ressenti une certaine anxiété, car je ne savais pas si Gélie finirait par me payer ou si elle trouverait une excuse pour ne pas le faire. Mais elle l'a fait, et c'est donc une mise à jour heureuse pour moi. À ceux qui disent que ce que j'ai fait est mal et que j'aurais même dû couvrir le reste des frais du mariage, eh bien, je peux les mettre en contact avec Gélie, afin qu'il puisse devenir son paillasson et attendre qu'elle revienne après lui avoir été infidèle. Je suis sûr qu'ils apprécieraient ces genres de choses. Mais finalement, le jour tant attendu est arrivé, j'ai reçu mon paiement par un virement de Gélie dans mon compte bancaire. Aucun centime ne manquait, même les frais de transaction étaient couverts. Je le savais parce qu'elle m'a elle-même envoyé un message pour me l'annoncer. Je lui ai demandé comment elle avait obtenu cet argent, ne voulant pas être mêlée à un vol bancaire ou quelque chose de ce genre. Elle a expliqué qu'elle avait demandé un prêt pour cela. Avec ça, elle a également pu rembourser son père. Je suppose que ce prêt doit lui coûter très cher, car la banque lui a sûrement prêté à des taux élevés, mais cela ne me concerne pas. Mon seul problème à présent est de décider comment je vais utiliser cet argent dans ma vie. Avant de passer à la suite, je tiens à mentionner qu'au cours de cette période, j'ai reçu quelques messages de Gélie essayant de discuter de notre relation. Je répondais le minimum nécessaire pour l'encourager à continuer l'idée de me rembourser, mais pas suffisamment pour lui donner de faux espoirs. Disons que mes réponses étaient assez vagues. Puis, est arrivé le message que j'imaginais qu'elle finirait par m'envoyer, celui auquel je savais que j'allais devoir répondre. En fait, j'avais déjà préparé ma réponse, je n'avais qu'à la copier et la coller. Elle m'a demandé, et maintenant, nous? Ma réponse, que je conserve encore, était, quand tu as dit que je n'étais pas un homme parce que je n'ai pas arrêté ce qui se passait, je pense que tu avais raison, mais seulement jusqu'à un certain point. Un homme devrait se battre pour sa femme, oui, mais pour une femme qui en vaut la peine. Dans ton cas, tu t'es mêlé à un homme simplement parce qu'il avait une bonne réputation. Tu ne valais pas la peine. Je pense maintenant que tu as aussi ta réputation. Je crois également qu'un homme ne devrait jamais revenir vers quelqu'un qui lui a manqué de respect, comme tu l'as fait. Alors oui, je suis un homme ici, et c'est précisément ce que tu ne seras jamais. Après cela, je l'ai à nouveau bloqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'en ont rien à faire si leur partenaire les trompe. Certains applaudissent même quand elles rentrent à la maison après avoir été avec un autre homme. Alors oui, ces gens sont préoccupés par le fait que j'aurais dû payer ma part des frais du mariage suite à mon annulation. Eh bien, je suis désolé de leur faire de la peine, mais j'ai payé pour épouser une femme fidèle, et non une infidèle. Donc, ceci est mon remboursement pour une fiancée défectueuse. Et s'ils pensent que pardonner et payer était la bonne chose à faire dans cette situation, ils n'ont qu'à demander à son père ce qu'il a fait d'elle après qu'elle lui ait rendu l'argent. Oui, je ne la pardonne pas. Personne ne veut d'une infidèle, à moins que leur estime de soi ait déménagé sur une autre planète.